Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. J'adore ces épisodes où il s'est passé une dinguerie le week-end précédent. Et personnellement, je pense aussi que vous êtes là, si nombreux à nous regarder en ce moment, parce que vous attendez l'avis de Fernand Lopez sur l'explosion qui a eu lieu au Madison Square Garden. Le King, comment ça va? Je vais bien. Je vais bien. Quel week-end? Quel week-end, mais exactement. Week-end. Parce que, bon, le roi Israël Adesanya est tombé. Ce qui est important quand même, hein, c'est que là, c'était un combat où il y avait énormément de gens. Enfin, on était tous là à se dire, bon, bah, même si on mettait un petit peu l'avantage du côté d'Israël Adesanya, il y avait un danger. Mais peut-être que personne ne voyait ce chaos arriver au cinquième round. Toi, qu'en as-tu pensé du combat dans sa globalité? C'est parti, on veut l'analyse là. Écoute, déjà le spectacle, j'ai aimé. J'ai aimé le spectacle. Adesanya est arrivé très déterminé, très concentré. D'un autre côté, comment il s'appelle? Alex Pereira? Pereira, très concentré de son côté. On a senti que euh, Adesanya était un peu plus sobre que d'habitude, donc il a enlevé toutes les fioritures sur ce qui pourrait venir le déconcentrer. Donc, ça veut dire qu'il prenait ce combat à cœur. Et puis, malheureusement, voilà quoi, malgré tout ça, malgré toute cette concentration et tout ce qu'il y a eu, malgré le fait il ait mis vraiment en difficulté Alex sur le 3, le 2, 3, 4, ça n'a pas calmé Alex Pereira, ça ne l'a pas refroidi, ça ne l'a pas, comment dire, il a été fantastique sur l'entame du match, tranquillement, parce que ce qu'il faut noter, c'est que je ne m'y attendais pas. Il a battu Adesanya sur le match des kicks, des low kicks, Mhm, en tout cas sur le début du complètement. match, au point où il a handicapé, on l'a su beaucoup plus tard. Adesanya a avoué il était handicapé par les calf kicks sur lesquels Pereira a investi. D'ailleurs, juste le fait qu'Adesanya le dise ça, est-ce que pour toi c'est quelque chose d'important ou tu te dis t'aurais préféré qu'il garde ça un petit peu secret entre guillemets? Non, moi, je pense que chaque match est différent et que Ok. les choses avancent et que continuer à garder les secrets, je suis pas trop pour. Tu sais, je reçois plein de messages de gens qui disent oui, t'aurais pas dû dire ci, t'aurais pas dû entraîner tel, t'aurais pas dû montrer l'entraînement de tel. Enfin, faut arrêter. C'est pas non plus l'espionnage industriel, quoi. C'est pas non plus la guerre froide avec la Russie, genre, si on sait qu'il y a telle chose qui se passe, il y aura un bouleversement. Non, je pense que la première pierre à la construction d'un champion qui a échoué, c'est quand il reconnaît qu'est-ce qui a fait qu'il échoue. Et psychologiquement, on est dans quelqu'un qui est très transparent, très, comment dire, très au courant de ce qui s'est passé et de ce qui l'entoure. Il est même au courant, il dit, bah, écoute, ouais, au début, j'ai pas compris, mais j'ai parlé avec mes coachs et j'ai fait confiance à mes coachs. Si mes coachs me disent que j'étais out, bah, j'étais out. À vrai dire, moi, j'ai l'impression que je voyais toujours que j'étais touché, mais j'étais un peu clairvoyant. Donc, il est très concentré, il est très réaliste. Et pourtant, c'est à chaud. Ce qu'il dit me paraît cohérent. Et donc, oui, il nous fait savoir qu'il a été touché. Les calf kicks, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mec qui a été touché de son niveau en striking, qui a été touché par les calf kicks. Bah, tu t'imagines bien qu'il se prépare à ne plus être touché. Enfin, il va faire, il est conscient de ça, que ça l'a handicapé, qu'il ne laissera plus jamais ça se faire. Donc, c'est une très bonne chose. Je me méfie de ces combattants qui ne reconnaissent pas leur faute et disent toujours, bon, il y a eu telle chose, il y a eu tel truc qui n'allait pas, il y a eu euh, ma team qui n'allait pas, ou bien il y a eu, j'étais pas bien, j'étais malade, c'est pour ça que j'ai pas pu donner tout. Je me méfie de ça. Je préfère des gens qui sont assez transparents. Non, je l'ai touché, je l'ai malmené, et bah, j'ai pas vu venir. À un moment donné, je me déplaçais moins, je rasais plus les murs. Et donc, du coup, à ce moment, j'étais à une distance qui m'exposait, et bah, j'ai été touché. Et bon, voilà.
c'est une analyse à chaud me, qui m'impressionne. Parce que même à chaud, il a la clairvoyance de poser des mots justes et tout sur ce que c'est. Même, il va même jusqu'à analyser l'impact que ça aura sur sa carrière en disant, bon, c'est bon, quoi. C'est bon, je vais revenir bientôt et je vais le prendre une fois et je vais le prendre même deux fois et on va faire une trilogie. Enfin, j'admire ce côté où euh, il est conscient de la réalité. Euh, il n'est pas sûr à 100% parce qu'il sort quand même d'un choc émotionnel, mais tu sens qu'il essaie d'être proche de la réalité, d'avoir les pieds sur terre en disant, bon, j'ai rassuré mes gars, j'ai appelé ma famille, je leur ai dit que je vais bien, il n'y a rien, mais il fait, putain, une fois de plus, ça s'est passé comme la dernière fois, putain. C'est... Donc, il est conscient, il revoit, il lit les choses, il est très dans la clairvoyance de ce qu'il dit. Et puis, comme je te dis, pour revenir techniquement parlant, je l'ai trouvé Fight IQ très, très en avance. J'avais prédit qu'il gagnerait à la décision, justement parce que je me disais que peu importe euh, tous les dangers que je citais et que j'élaborais de la part de Pereira, le fight IQ d'Adesanya est très élevé, très, très élevé. Avec, à un moment donné, il se prend une projection à la fin du Deuxième premier round. round. Non, du premier round. Deuxième. Il se prend une projection. C'est pas En gros, où... à la fin du premier, c'est là qu'il passe tout proche de mettre KO Pereira. Et à la fin C'est du ça. deuxième, il y a la C'est ça. projection. OK. Fin du deuxième round, il se prend une projection. Troisième round, Pereira se retrouve à une espèce de position de Sotogari où il va chercher une projection. C'est là où tu sens le manque d'expérience. Parce qu'en réalité, cette projection-là, elle est kiff-kiff. En fonction du position de ton corps et de ton centre de gravité, ça peut basculer très rapidement de l'autre côté ou de ton côté. Et si si tu donnes à Alex Pereira l'expérience de Adesanya, il ne fait pas cette tentative de projection qui lui vaut de passer un round entier au sol. Ça se joue à ce détail d'expérience. Et c'est comme ça qu'il a construit son game. C'était OK. D'ailleurs, Pereira a montré qu'il était intelligent, mais à la fin, il a compris ce qui s'est passé. C'est à la fin qu'il a compris ce mec est en train de m'endormir. En boxe, il me touche de loin et quand je deviens dangereux et que je commence à être agressif, il vient m'accrocher, il fait semblant de vouloir me faire tomber, mais en réalité, il ne veut même pas me faire tomber. Il veut gagner du temps, il veut marquer des points, il va me battre à la décision. Et ça, c'est une adaptation intelligente de ces coachs de dire, OK, là, il va falloir y aller. Là tu es sérieusement en retard et arrête, quand il t'embrasse, arrête de vouloir rester en clinch pour faire tes petits coups de genoux. C'est bien, ça passe, mais c'est pas ça qui va dommager. Il va falloir que tu ailles chercher une action qui va le stopper. Et donc, du coup, on a vu dès le cinquième round qui repoussait à chaque fois que Alex l'accrochait, il le repoussait et derrière, il passait au corps, il investissait sur le corps pour l'endormir et remonter à un moment donné à la tête. Donc, cette fameuse garde qu'il a de réponse au téléphone où il a sa main qui est toujours collée sur sa joue droite pour prévenir du crochet gauche, s'est mise à tomber petit à petit. Et puis finalement, il a été touché dessus et également aussi sur les uppercuts parce que au moment où il va chercher, à chaque fois qu'il va chercher Adesanya Pereira parce qu'il veut l'accrocher, bah, il y a un moment où tu dois tendre les mains. Et quand ces mains sont tendues, il n'y a pas de défense pour le percute. Et donc, toutes les frappes obliques passent dessus. Et il y a eu de l'intelligence de la part de Pereira, mais de l'intelligence en retard, alors que du côté d'Adesanya, il y a eu beaucoup d'intelligence tout au long du combat, beaucoup d'expérience en jeu qui l'a mené vers cette fameuse décision, mais dont le cours de l'histoire a été changé rapidement parce que grosse adaptation de la part de Pereira et puis un knockout power qu'on n'explique plus, qu'on ne présente plus. Et pour toi, est-ce qu'Adesanya va finir par gagner contre Alex Pereira ou t'es en train de te dire, bon, ça fait 2 fois en kickboxing, une fois en MMA, ça risque d'être très compliqué? C'est possible qu'il gagne. Moi, j'ai peur quand même qu'il fasse le match revanche tout de suite avec lui. D'accord. Ok. C'est pas quelque chose que je... Psychologiquement, Parce que c'est ce qu'il veut faire, lui. En gros, lui, il veut que son prochain combat soit contre Pereira. Voilà. et il a mérité. On ne peut rien dire.
Dans la division, il Oui, n'y a il pas a nettoyé tout le un monde. individu qui peut dire non, moi, je mérite de prendre la place de Adesanya pour ce combat-là. C'est que concrètement, vu ses états de service à Adesanya dans cette catégorie, on ne peut pas ne pas lui donner la revanche immédiate. Par contre, là, il joue tapis. Quand tu as été battu 3 fois par le même adversaire, 2 fois en boxe, 1 fois en MMA, et que tu perds une 4e fois, c'est tapis. Je, je ne suis pas sûr que médiatiquement, tu te relèves de ça. Je ne suis pas sûr que psychologiquement, tu te relèves de ça et que tu reviennes correctement. En gros, il est possible que s'il repère contre Alex Pereira, qui perd par KO. Donc, il a perdu par KO, il a perdu quelques neurones. Il repère par KO, il repère quelques neurones. Il repère comment on dit, de la hype. Il perd de la lumière. Il perd de la force en pay-per-view. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix. Mais j'ai envie de te dire, qui veux-tu qu'on lui donne comme bon choix? C'est chaud. Enfin, je ne sais pas comment il va faire pousser. En gros, OK, il va le faire, le combat. Il faut qu'il le fasse. Il y a pas, enfin, je ne le vois pas redescendre très bas, tu vois. Je ne le vois pas. Je pense aussi, même financièrement, au regard de ce qui s'est passé, là, l'UFC va aussi pousser à une revanche immédiate, je pense. Voilà. Mais ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais que l'UFC pousse, moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est lui, hein. Lui, pour lui, son intérêt, c'est quoi? Euh, En réalité, j'ai envie de dire, si j'étais son manager, je lui dirais quand même de refaire le combat. C'est que, en réalité, c'est que si je dis, si c'était mon client à moi, euh, non, tu peux pas lui dire de faire autre chose. Si c'était mon client, je peux pas lui dire, écoute, tu sais quoi, va prendre un mec en dessous, euh, tu te refais un peu la santé sur 2 combats, tu reviens, c'est ridicule. Parce qu'il a une stature, parce qu'il a, ça peut être une contre-performance, parce qu'il ne se sent pas valorisé par le combat qu'il va prendre. Tu lui dis, va prendre, si Nassoudine bat, par exemple, Kevin Gastelum. Gastelum, et derrière ça, tu lui dis, écoute, pour te faire la main à Desagnan, prends le petit là, tu le mets bien, ensuite tu vas revenir. Bon, non simplement, il va faire un combat difficile, mais au-delà de ça, ça n'a aucun prestige pour lui. Ça n'a pas de sens. Financièrement, ça n'a aucun sens. L'UFC ne va même pas comprendre. Je ne suis même pas sûr qu'ils acceptent parce que en termes de PPV, ça n'a pas de sens pour eux. Donc, je sens qu'il est obligé de faire ce match. Mais je pense qu'il devrait faire une très, très grosse préparation mentale. C'est très difficile de réaffronter un mec qui a battu 3 fois. C'est beaucoup 3 fois. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux faire comme si ça n'existe pas. Mais c'est 3 fois. C'est beaucoup. Oh. Voilà quoi. C'est difficile j'ai perdu contre le même adversaire 2 fois dans ma carrière, dans ma petite carrière. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, mais c'est très difficile. Patrick Vallée, la première fois, il m'a pris à froid, boum. J'ai pris un KO très rapidement. La deuxième fois, je suis allé au bout du combat. C'était sur un tournoi. Je gagne le premier combat. Le deuxième combat, c'est contre Patrick Vallée. Je vais jusqu'au bout du bout. Je pense qu'on était à quelques secondes de la fin du combat. Et là, je vais prendre un hop kick sur le menton et je tombe. Et c'est déjà le deuxième match, quand tu repars pour la deuxième match, tu te dis, bon, si je perds une deuxième fois, c'est relou quand même. Le même gars, 2 fois, c'est relou. Là, il a perdu 2 fois en boxe. OK, il y a toujours des choses à dire, hein. Oui, il le dominait, oui, il faisait machin. Tu dis comme tu veux, mais c'est lui qui a gagné à la fin. Et donc, tu commences à te dire, attends, je vais combattre. Je, je combats contre ce mec. J'arrive à le battre, à le dominer, à voir plus clair, à le déborder en anglaise, à le déborder en stratégie de combat, à l'amener au sol, à le dominer au sol. Mais ce mec réussit toujours à me mettre KO.
on est d'accord que c'est épuisant de faire un camp d'entraînement où tu es à 100% concentré. On a vu des bouts de vidéos que la sœur a d'ailleurs postés où on disait on n'a jamais vu Adesanya aussi concentré. Il parlait on va dire en dialecte. C'est une espèce de dialecte qu'on parle dans les banlieues au Niger, où il disait tu ne me connais pas, tu ne me connais pas, là je vais laisser ma vie si tu veux. Je ne vais pas lâcher l'affaire, je vais. Voilà. Et donc, il était archi déter. Il a fait le meilleur. Quand tu as donné le meilleur, tu as du mal à voir comment tu vas refaire mieux que ça. Fait que tu sais que tu vas t'entraîner. Tu es motivé. Tu sais que tu vas donner, tu vas, tu veux gagner les prochains combats. Mais quand la presse conférence est finie, que tu arrives chez toi, tout seul, dans ta chambre, tu dis, bon, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Parce que là, j'ai tout fait, quoi. Je n'ai pas fait. Et là, tu te dis, j'ai besoin de repos. J'ai besoin d'une semaine. Ensuite, tu dis, j'ai besoin de 2 semaines. Ensuite, tu dis, j'ai besoin de 3 semaines. Et les adeptes, tu as du mal à les tirer de là. Moi, quand j'ai des adeptes qui ont des gros enjeux qui perdent, je sais quand on sort, quand on rentre de l'avion, il y a beaucoup de promesses qu'on se fait. Là, on va bouffer du sol, là, on va bouffer de la boxe, on va faire ci. Et quand le gars arrive chez lui, il y a une flemme, il y a une espèce d'échappe de plomb sur la tête qui tu as du mal à sortir la tête de l'eau. T'es encore dans le truc à dire, oh, j'ai fait un camp d'entraînement dur. J'ai mis 6 mois à m'entraîner pour le préparer. J'étais chaud, j'étais bien, j'ai tout mis de mon côté. Et malgré ça, j'ai échoué. Donc, je ne néglige pas ce côté-là qui va être très dur pour Adesanya. J'espère juste qu'il va faire une très bonne préparation mentale et qu'il va repartir au charbon. De toutes les façons, pour Pereira, Et comment juste il peut le battre selon toi, du coup, Alex Pereira, avec ce qui s'est passé? comment est-ce qu'il peut le battre? C'est de faire juste la même chose et de garder les déplacements, être plus vigilant. Son game plan était parfait à Israël. Il était bien. Il touchait de loin. Il avait un jab très rapide, très puissant. Il marquait les points. Euh, même en kick, quand c'était au-dessus des hanches, il marquait les points. Il a eu moins de succès sur les low kicks, mais au-dessus, il marquait des points. En dessous, il a touché. Il a fait mal aussi sur les cannes à l'expérience. Il lui a fait mal. Mais ce qui a la différence, c'était, on sait quand il y avait danger. Le danger, c'était exclusivement quand ils étaient à mi-distance, à distance de boxe anglaise. Donc, dorénavant, il sait que s'il refait la même chose, il va remettre un peu plus de volume, remettre un peu plus d'accélérateur, faire attention qu'il ne soit pas réduit sur les déplacements par les calf kicks du Brésilien. Et en ce moment, à ce moment-là, il est bien, il est prêt. C'est la même chose, il n'y a rien d'autre. Il faut refaire la même chose avec un maintien de la distance jusqu'au dernier gong. Mais comme tu dis, il y a ce facteur préparation mentale qui va être déterminant, mais là il va retrouver un Alex Pereira qui aujourd'hui peut se dire je suis insubmersible. C'est seulement son quatrième combat à l'UFC, il est mené par le deuxième plus grand middleweight, et au cinquième il arrive à sortir ça. Donc là toi si t'es dans la peau du coach d'Alex Pereira, t'es peut-être tenté de te dire bon on va... Ce qu'on s'est dit au cinquième, on va peut-être pouvoir le dire au premier round, non? Oui, oui, mais suffit pas. Ça ne suffit pas. On a vu sur Hmm. Arès Jackie Jeanne, qui est le phénix, qui ressuscite toujours de les styles, de tous les styles de combat et qui réussit à remonter. Il a eu un striker de haut niveau comme Yacine Bougadem. Il a survécu, il a remonté la pente. Il a eu un grappleur de bon niveau qui était Hugo Hugo Guillon. Guillon. Ouais. Il a surmonté et puis il arrive sur Argile qui a été son boogeyman. Donc chacun, un moment, un jour ou l'autre, ça tombe. C'est ça que j'aime avec le MMA. Le MMA, ça tombe un jour ou l'autre. Le MMA te rend humble. Le MMA réussit à apporter l'humilité calmement à des gens. De manière, enfin, c'est tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. L'OMMA te rend humble dans la vie. Tu arrives, tu es très chaud, tu es très bouillant, tu es énervé, tout se passe bien.
Et au bout d'un moment, tu vas voir, l'histoire te rattrape un jour et ça te rend humble. Voilà quoi. Je, c'est comme ça. Et donc, je pense que si Pereira pêche en se disant je suis insubmersible, il va payer à un moment donné et il va juste expliquer bon, c'était pas mon jour, je reviendrai fort, le même discours de tout le temps. Ça arrive à tout le monde. C'est pas Josh Saint-Pierre passé par là. Enfin, ça arrive à tout le monde, tu vois. Enfin, tout le monde est passé par là. Khabib aurait pu passer par là s'il était resté défendre ses ceintures encore longtemps. Mais tout le monde passera par là à un moment donné. Euh, je suis persuadé qu'il est encore bien. Il a l'air lucide dans sa tête. Il faut juste qu'il s'accompagne de faire une préparation mentale, de muscler son cerveau de la même manière qu'il muscle qui se muscle le corps. Et puis, il pourra relever le défi. Et donc vous le savez, on reprend les questions. Il y avait une question par rapport à ça au sac d'Alex Pereira, parce que vous avez pu voir toutes les réactions, il y a eu les fans, il y a évidemment tous les combattants de la catégorie middleweight qui se disent bon bah ça y est, il y a un nouveau gars. Et donc Shadou Kares dit question pour Fernand, penses-tu que Nassourdine puisse se mesurer à des adversaires comme Adesanya, Pereira ou Whittaker? Parce que c'est vrai que même pour Nassourdine, là ce qui se passe, ça ouvre peut-être des possibilités. Après, bien évidemment, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, son main event, le premier pour lui à l'UFC, le 14 janvier prochain, contre Kelvin Gastelum. Il faut déjà passer cette étape. Elle n'est pas facile, cette étape-là. Ce, euh, ce main event, c'est la première fois qu'il fait un main event, c'est la première fois qu'il va passer sur un 25 minutes. Même si on le voit à la salle qu'il est capable de faire des 30 minutes, de 40 minutes de combat intense. Mais 25 minutes de compétition, c'est pas pareil. Tu le fais pour la première fois, sentir passer, ça va être compliqué. Donc, c'est un gros challenge. On s'y prépare, on est à fond dessus. C'est le plus important. Ensuite, qu'est-ce que ça lui ouvre comme porte? Bah, beaucoup de choses. On sait que, on sait qu'il y a cette possibilité-là de grimper. Est-ce qu'il peut challenger aujourd'hui? Bah, Nassoudine peut boxer avec n'importe qui et lutter avec n'importe qui sans qu'il soit ridicule. Tu prends Nassoudine, tu le mets chez les middleweight ou chez même les light heavyweight et tu lui demandes de lutter, de boxer, il ne va jamais être ridicule. Ouais, il a la force qui va pour son gabarit, il a la puissance qui va avec, il a la technique qui va avec, il a comment dire, le cardio qui va avec. Il va pas être ridicule. On est d'accord que si aujourd'hui, je le vois boxer avec Cyril, je vois son style de boxe et je vois ce qu'il fait. J'imagine donc ce qu'il peut boxer avec Adesanya. C'est pas ridicule. C'est que c'est pas non. Je pense qu'effectivement, faut pas brusquer les choses. Faut laisser les choses monter tranquillement de manière organique. Il va y arriver de toutes les façons. Euh, effectivement, il aura plus de chance avec un style comme celui à Pereira parce que Pereira a cette attitude de Muay Thai et de kickbox, de kick kilogat debout. Il est complètement à la verticale. Il n'a pas, tu vois, quand le combat a commencé, on avait même l'impression que Adesanya avait une tête de moins que Alex Pereira. C'est pas parce qu'il est petit, c'est parce que Adesanya élargit son polygone de sustentation. Donc ses jambes sont tellement écartées que du coup, il perd de la taille, alors que Pereira a les jambes quasiment le plus proche possible. Du coup, il réduit son polygone de sustentation. Et je l'ai déjà dit, l'équilibre est proportionnel à la largeur du polygone de sustentation et inversement proportionnel à la hauteur du centre de gravité. Autrement dit, le fait que Alex Pereira garde ses jambes le plus proche possible, biomécaniquement parlant, statistiquement parlant, il a plus de chances de tomber que Adesanya qui est non simplement en mouvement, mais en plus il a les jambes bien écartées et c'est ça qui fait la largeur du polygone. Donc il y aura plus de chances pour lui d'aller mettre en difficulté s'il devient, si il, il abandonne à un moment donné son passeport français et qu'il se met à fond en passeport dagestanais, il y aurait moyen qu'il mette en difficulté Pereira, mais ça ne le mettrait pas à l'abri d'un violent coup de la part de Pereira et ça peut faire mal. Et d'un autre côté, cette même lutte pourrait
gêné Adesanya, mais beaucoup moins. Parce qu'Adesanya, pour le trouver en lutte, là, il s'est exposé à la lutte de Pereira parce qu'il s'est dit, bon, Pereira, il n'est pas connu pour la lutte. Quoi, c'est pas un génie de la lutte, je n'ai pas ça à craindre. Mais quand Adesanya s'est mis en mode je ne veux pas tomber, c'est compliqué de le faire tomber. Je pense qu'il y a dans le top 5 deux ou trois personnes que Nassoudine peut battre. Et je pense que des cas comme Pereira, Adesanya, Whittaker, c'est à prendre avec beaucoup de délicatesse. Si on est propulsé dessus parce que c'est une opportunité, on prend. Mais s'il faut construire, il ne faut pas se précipiter non plus parce que Whittaker, c'est un vrai problème. Il est extrêmement complet. Adesanya, c'est beaucoup d'expérience. Il est pas complet, mais il sait utiliser ses armes. Euh, Alex Pereira, il a un equalizer qui est cette main gauche qui peut descendre n'importe qui. Quand tu as dit tout ça, bon, tu sais où on est, quoi. Entièrement d'accord, entièrement d'accord. On va passer au co-main event Fernand avec Weili Zhang qui s'est imposée sans trop de surprise face à Carla Esparza. Elle redevient championne. Est-ce que toi, il y a quelque chose en particulier que tu tires de ce combat-là? Qu'est-ce que je tire de ce combat? C'est quelque chose que je dis à mes élèves. Je l'ai dit hier à l'entraînement, mais comme il n'y avait pas tous, je vais le redire. Parce que je sais qu'il y a certains de mes élèves qui suivent qui KNDJ. La lutte défensive pour être défensif n'a pas de sens. Je sais d'où ça vient l'idée de se dire je défends qu'on m'amène au sol, je défends qu'on m'amène au sol et je boxe. Ça vient du fait que pour pouvoir accélérer les carrières de certaines personnes, de chez nous, je parle de mes élèves de chez nous, on a cette volonté euh, de trouver et de rester dans la dimension où on est sûr de gagner. On fonctionne comme les cours de MMA Pro MMA Factory sont faits essentiellement pour gagner. Comment faire pour se mettre dans une situation de gagne? Je compare souvent ça, je me compare souvent à un avocat à qui on dit ton rôle, c'est de défendre un tel ou un tel. Et en tant que tel, moi, ce que je vais poser comme question quand j'arrive, c'est bon, comment ça s'est passé? Comment, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était quoi la procédure? Bon, ils m'ont soulevé, ils m'ont fouillé, ils ont dit ceci, et puis finalement, ils ne m'ont pas lu mes droits, ils ne m'ont pas donné un coup de fil. Oh, vice de procédure, on va passer par là, on va gagner ça. On n'a que ça, on va utiliser ça. Je ne veux pas savoir le reste. C'est ça le but du coaching de haut niveau, c'est que il y a l'apprentissage qui se fait à gauche, à droite. Le coach de MMA, le coach de boxe va aller apprendre la boxe, le coach de lutte va apprendre la lutte, le coach de sol va apprendre le sol. Et il y a le head coach qui doit trouver une solution avec les armes qu'on lui a données pour faire gagner. Et donc, on a mis des protocoles en place qui sont, si je considère que mon adversaire est plus fort que moi au sol, quand je tombe, de manière automatique, basique, sans réflexion, voilà ce que je fais. Je pose mon coude par terre, je pose mes mains par terre, je tire mon dos sur la cage, je vais me poser machin. On a un protocole bien précis. Je pousse la tête, je me débrouille à ce que la ceinture scapulaire de l'adversaire ne monte pas au-dessus de ma ceinture pelvienne, que je le garde en dessous de mon bassin. Et comme ça, je suis sûr qu'il ne va pas me bloquer en mode menotte Khabib et m'empêcher de me déplacer, de me mouvoir vers la cage. Ça, c'est un protocole fait pour les débutants ou en tout cas pour les personnes qui sont clairement en dessous de leur adversaire. Mais quand tu arrives dans un combat et que tu es en dessous de quelqu'un en lutte, par exemple, dans le cas de Weili Zhang, qui est en dessous en lutte de Carla Esparza, je suis quand même kiff-kiff en grappling pur et donc je peux la mettre en danger. Ce que je demande à ce moment, c'est de ne pas appliquer le protocole de survie qu'on a mis pour les débutants et pour les personnes qui sont extrêmement dominées. De mettre en place le nouveau protocole qui est de dire, si tu viens me chercher pour m'amener au sol, je vais te mettre en danger en soumission. Et ce combat, c'est qu'on aurait pu, si j'avais lu tout ce qui aurait pu se, tous les
il y a 3 combats qui sont passés sur ce match. Si je les avais vus avant, j'aurais pu surnommer ce combat ou bien surnommer cet événement l'anti-lutte ou l'anti-grappling. C'était clairement, prenons le cas de, comment il s'appelle, 70 kilos de City Kickboxing. Charles Oliveira. Wow, 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 Dan Hooker, autant pour moi. Autant Merci, pour t'es moi, pardon. dangereux, toi. Pardon, pardon. OK. Dan Hooker. Dan Hooker affronte un mec qui est extrêmement bon. Je crois on lui donne un palmarès de 4 clés de genoux à l'UFC sur ces 4 combats. Enfin, il est bon en clé de genoux. Il est bon au sol. Il fait il manari roll. Il va chercher les jambes directement. Il est dangereux. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, Dan Hooker fuit une amenée au sol, fuit 2 amenées au sol. La 3e tentative d'amener au sol du mec, il vient chercher un single leg. Dan Hooker fait quoi? Il lui place une guillotine. Le gars fuit la guillotine. C'est ça qui fait que Dan Hooker évite son amené au sol. Et c'est ça qui lui permet le répit et qui lui donne la seule option qui reste à son adversaire, c'est de tirer dans la garde ou s'asseoir pour avancer vers lui. Et à ce moment, Dan Hooker va trouver la faille pour lui enfoncer ses orteils dans les couilles et gagner le combat. Ça, c'est l'un des combats. Et du coup, je reviens sur Carla Esparza avec comment elle s'appelle, Willy Zhang. C'est ce qui se passe. Willy Zhang en a marre de tomber. Et elle s'est dit, OK, il faut que je la mette en danger, qu'elle comprenne qu'elle n'est pas elle n'est pas en terrain conquis. Elle vient faire son amenée, elle tombe dans une espèce de crucifix renversé. Elle n'a qu'une seule main libre. Avec cette main, elle va aller enrouler le cou de son adversaire, de Carla Esparza, et la mettre en danger et éventuellement la soumettre. Parce que ce qu'on tient en compte, c'est la grosse lutte de Carla Esparza, ce qu'on tient en compte, c'est le fait qu'elle ait un bon niveau de grappling, parce qu'elle est au-dessus, parce qu'elle contrôle. Mais on ne sait pas le facteur de sa durabilité aux soumissions. Il y a des personnes qui n'auraient pas tapé sur cette soumission. Elle n'était pas vraiment, c'était pas une pendaison, quoi. C'était pas, mais je pense que elle a tenté un truc qui est de mettre en danger celui qui vient te chercher. Enfin, vous avez vu sur la presse-conférence d'Ares 9, j'ai parlé de Damien Laplus, Amin Ayoub, et je disais que Damien Laplus, que je connais, qui est black belt de JJB, a un très bon niveau de soumission. À la salle, il est dangereux en soumission et même un très bon niveau de lutte. Mais il s'installe quelque chose sur le mec qui domine en boxe. Tu domines Amin Ayoub, tu le touches, tu es plus rapide, tu vas vite, tu bouges et tu te dis, attends, mais c'est facile ce truc. En réalité, si je mets mon bras arrière de temps en temps, je place beaucoup de bras avant, je mets de temps en temps le bras arrière, bah, j'ai moins de pénibilité parce que la lutte, c'est pénible en réalité. La lutte, c'est laborieux. C'est que la lutte sur les. Quand il y avait une recherche qui a été faite où on faisait un questionnaire à des gens qui avaient pratiqué plusieurs sports différents de combat et la lutte revenait comme étant le sport le plus rugueux, le plus dur, le plus difficile, où il y a vraiment une pénibilité d'activité. Et les gens vont préférer le strike, le striking, en fait. Les gens vont se dire, bon, moi, je vais striker parce que c'est moins compliqué, quoi. Je balance un coup de poing, ça revient, je balance un autre, ça revient. La lutte, c'est relou. Ça me pompe d'énergie, ça me fatigue. Et en gros, dans le cadre de Damien Lapulus, il s'enferme dedans. Il s'est dit, bon, j'ai une solution. Et il oublie que s'il met en danger, si Amin Ayoub lui fait une amine au sol, et au lieu de fuir tout le temps, aller chercher ce fameux protocole où on va coller le dos au mur et se relever, s'il le met en danger en soumission tout de suite, là, tout de suite, il y a peut-être moyen qu'Amin Ayoub hésite à revenir faire une amine au sol une autre fois. Il y a peut-être possibilité que, au lieu d'attendre qu'Amin Ayoub m'amène au sol, peut-être que moi, je l'amène au sol et qu'il comprenne aussi la pénibilité d'être sur le dos à ne pas vouloir être dominé. Ça, ce sont les paramètres que j'ai appris sur ce combat de Willy Zhang contre Carla Esparza. C'est que, une fois de plus, une personne qui était sous-estimée par son niveau de grappling renverse la vapeur parce que finalement, elle revient dessus, elle revient super forte dessus. Et ça, ce sont des, comment dire, ce sont des activités et des choses, des attitudes qu'il faut avoir de reconnaître son niveau. C'est ce que j'appelle le positionnement.
il faut savoir se positionner. Guillaume Dussault combat contre Damien Maia. Guillaume Dussault tombe. Il met le protocole en place pour ne jamais donner son dos. Le meilleur ami de Guillaume Dussault, c'est coller son dos au sol ou alors coller son dos sur la cage. Mais son dos ne doit pas être libre. Il doit repousser et aller coller le dos et se relever. Parce que le Rubicon qui le sépare de Damien Maia est monstrueux. Ensuite, tu prends, comment ça s'appelle, Poirier contre Chandler. Tu te dis, bon, c'est bon. Chandler amène Poirier au sol, il peut le mettre en danger. Il connaît des soumissions, il connaît le sol, il est black belt. Il peut tenter de le soumettre, de le mettre en danger. Et voilà ce qui se passe. C'est tout ce que je retiens de cet événement et que je retiens particulièrement du combat de Carla Esparza et de Weili Zhang. Eh bien voilà, oh là là, archi complet. Dustin Poirier et Michael Chandler, très divertissant, mais là pour le coup, moi je sais pas si je retiens 2-3 trucs pour la suite de leur carrière respective. Sinon Chandler Bah, est vraiment le mec le plus divertissant de l'UFC. absolument. Absolument. Avec un brin de fight IQ, il devient un tueur à gage. Tu lui prends un tout petit peu quelques points de fight IQ, tu lui rajoutes ça, il devient un tueur. Il a fait quelques moves qui n'étaient pas futés. Mais c'est clairement le mec avec lequel tu mets n'importe qui, c'est un beau combat. Tu prends n'importe qui, tu le mets, c'est un beau combat. Et puis Poirier, c'est un tueur. Il est très, très fort. Il est temps de l'admettre. Poirier est très, très fort. Enfin, il a un menton d'acier. Il a encaissé des trucs qu'un être humain ne peut pas encaisser, des marmites, des fers à repasser, des bouches d'égout, tout ce qui se passe de lourd dans le menton. Il a tenu la route. Il est très solide. Euh, il, est, il est même stratégiquement bon. Cette espèce de vitesse de croisière qui met et qui ne lâche pas. Certains montent très fort, ensuite ils baissent en régime. Sur le cas de Chandler, il est constant. Il combat, il combat comme s'il était pauvre. Les gens riches ne combattent pas comme ça. C'est aussi simple que ça. Euh, ces deux mecs, Chandler et Poirier, ont combattu comme si, s'ils ne gagnaient pas, ils n'auraient pas de quoi manger le lendemain. C'est très difficile quand on est blindé de combattre comme ça. Aïe aïe aïe, ces expressions. Mais en tout cas, c'est vrai que Dustin Poirier a, en tout cas, maintenu son rang face à Chandler qui lui a une nouvelle défaite à l'UFC. Mais peut-être que ce sera lui qui héritera de Conor McGregor. Petite question, Fernand, avant de terminer ces questions d'Axel Saïdoun, question pour le King Youssef Bouganem et Sami Sana étaient dans les rumeurs pour rejoindre Ares Fighting Championship. Y a-t-il du nouveau par rapport à eux? Euh, Bah oui, Yacine. Oh non, Youssef. Youssef, ouais, Non, complètement. non. Youssef, le frère de, Ok, ouais, le grand c'est frère ça. de Yacine. Ouais. Euh, il est toujours attendu. En tout cas, euh, il était attendu, il a sollicité, il a souhaité avoir un peu plus de temps de préparation. Euh, et puis, il a son temps de préparation et en gros, dès qu'il a envie de combattre, le reste attend. Donc, Ok. Et Sami euh, Sana? C'est... Youssef, si tu m'entends, et donc, Youssef, si tu m'entends, tu le sais, si jamais tu te sens prêt, tu me fais un texto, comme d'habitude, et puis c'est parti. Dès que tu es prêt, tu me dis, je laisse complètement le temps au gars de se préparer, mais il a un profil qui m'intéresse beaucoup, j'aimerais le voir sur Ares. Et puis Sami Sana, c'est la même chose. Sami Sana, il y a eu un souci de contrat. Avec le One Championship? Voilà, parce que le One Championship, il a demandé la permission, ça traînait un peu, et puis finalement, il y avait un fight, et j'ai préféré, enfin, on s'est dit qu'on le laissait aller faire son fight, et puis voilà, Sami Sana, il a sa place chez nous, et dès qu'il est prêt, dès qu'il est chaud, Sami, tu me fais signe, et puis il y a un combat pour toi.
Let's go, et ben voilà, parfait. Le King, merci beaucoup, comme chaque semaine. En tout cas, c'était un UFC 280 complètement fou, je le rappelle. Ça se passe sur RMC Sport pour la diffusion, mais n'hésitez pas à aller sur Twitter, sur le compte de Fernand. Vous avez des petits tweets bangers. C'est les punchlines que vous avez dans les King Energy, mais par écrit à 4h du matin, ça fait toujours plaisir. Bah monsieur, à la semaine prochaine. Je le rappelle aussi, 8 décembre, Ares Fighting Championship. Amoussou contre Michael Lebou. Ça s'annonce très 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 bien. Ce sera toujours au Dôme de Paris. Oui, vas-y. Attention, attention, il y a 4 catégories de places et il y a deux Ouais, catégories qui sont déjà sold out. Donc, perdez c'est... pas le temps. Hmm, Les places s'envolent à une vitesse incroyable. Perdez pas de temps, les gars. J'ai été en sérieuse galère sur 9. Beaucoup d'amis, beaucoup de membres de ma famille m'ont harcelé pour les places. Je n'en avais plus. Donc, je vous dis, n'attendez pas la dernière minute. Précipitez-vous tout de suite pour prendre vos places à reste 10. eh ben, Gros événement et tout, où on aura Moussa Faïda qui va avoir besoin de votre énergie pour nous soutenir contre l'envahisseur venu de l'Afrique du Sud, Monsieur Peña. Et puis, on aura le grand banger fight de ces deux grands combattants qui sont Karl Amoussou d'un côté et Michael Lebou de l'autre côté. J'ai eu l'honneur de les entraîner, j'ai eu l'honneur de les manager au Management Factory. Et je vous garantis que même si ils vous font croire qu'ils sont des gentlemen et qu'ils s'adorent, je vous garantis qu'il y a des vrais problèmes de fond qui ne seront réglés que ce jour-là dans la cage. J'ai été témoin, j'ai été là pendant des années. Il y a de quoi faire. oi oi oi. À la semaine prochaine.